Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment t'as passé le week-end? D'abord, j'étais à un mariage vendredi. Et puis, bon, samedi, il fallait récupérer parce que j'étais vraiment Et la fatigué. fête des mères? La fête des mères, je l'ai passée à la maison. Ce sont plutôt les enfants qui ont préparé un cadeau à leur maman. Voilà. Et toi, le papa, tu n'as pas préparé? Mais en général, on nous met de côté. Nous, moi, je m'étais... Tu te sens marginalisé ou quoi? Non, tous les papas se sentent marginalisés. On avait même cette conversation-là hier avec des amis. La marginalisation des pères. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un tel engouement que l'on voit dans la célébration de la fête des mères qui n'existe malheureusement pas. Que les papas se mobilisent pour booster la fête des pères. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Il va falloir qu'on lance un appel pour une mobilisation des papas lors de la fête des pères. Voilà, au lieu d'attendre que ce soit nos enfants ou nos femmes, ou nos sœurs, ou nos mamans qui fassent quelque chose. Non, nous-mêmes, on va reprendre les choses en main. Est-ce que ça veut dire que les enfants sont ingrats envers les pères? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne pense pas. L'amour d'un enfant pour son père est le même que pour la maman. Hein. Tu vois, les deux parents sont présents, même si souvent, malheureusement, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent aujourd'hui. Les parents, le père et la mère ne vivent pas forcément dans le même foyer, donc l'enfant est ballotté entre le papa ou la maman. Mais néanmoins, dès lors que les parents sont présents d'une manière ou d'une autre, l'amour et l'affection que les parents ont envers leurs parents, indéfiniment, que ce soit le père ou la maman, reste le même. Ça, c'est d'accord. L'actualité internationale, on parle de quoi ce matin? On va faire le point sur ce qui s'est passé au Mali, parce qu'en une semaine, il y a eu énormément de bouleversements. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a une semaine, jour pour jour, le 24 mai dernier, le vice-président, celui qui était alors le vice-président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, avait fait arrêter celui qui était occupé le poste de président de la transition, donc le colonel à la retraite Mbandao, et le premier ministre Mokhtar Ouane, j'en avais parlé ici. Et donc, ils avaient été conduits au camp de Kati, qui est un peu la garnison qui constitue la base même des militaires putschistes. Et les raisons qui avaient été données, c'était dans un premier temps, c'est que notamment le mardi, donc le 25, lors d'une conférence, je ne dirais pas une conférence de presse, mais lors d'une rencontre entre le colonel Assimi Goïta et les hommes politiques maliens, il avait expliqué qu'il reprochait notamment trois choses au colonel Mbandao, le colonel retraité, le président Mbandao et le premier ministre Mokhtar Ouane. La première chose, c'est qu'il ne faut pas l'oublier que la raison de la discorde, c'est que le 23, pas le 23, le 24 même dans la matinée, le président Mbandao et le premier ministre Mokhtar Ouane avaient annoncé mettre en place un nouveau gouvernement dans lequel des proches d'Assimi Goïta avaient été évincés. J'en avais parlé ici, notamment le ministre en charge de l'administration du territoire et celui en charge de la défense. Et donc, ça, c'est la première chose. Il leur reproche d'avoir procédé à un remaniement du gouvernement sans l'avoir consulté, violant ainsi les dispositions de la charte de la transition qu'ils avaient signée. La deuxième chose qu'il leur reprochait, c'est l'incapacité à pouvoir véritablement traiter le malaise social profond qui touchait les Maliens, parce que depuis 9 mois que dure la transition, les Maliens, sur le plan social, sur le plan économique, dans leur vie de tous les jours, n'ont pas véritablement l'impression que les choses ont changé. Et puis, la troisième chose qu'il reprochait au président Mbandao et au premier ministre Mokhtar Ouane, c'est de n'avoir pas été capable de négocier avec la puissante centrale syndicale, l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. C'est une UNTM qui avait lancé un appel à la grève générale illimitée, et cette grève était considérable, de manière globalement suivi par l'ensemble des travailleurs maliens. Et donc, ces trois raisons-là font qu'il avait convoqué Manu Militari, si on peut dire ainsi, le président et le premier ministre de la transition au camp de Kati. Et dans un premier temps, il avait annoncé les avoir démis de leurs prérogatives, mais ce retrait de prérogatives a été transformé en une démission, puisque dans la foulée, le porte-parole de la junte avait annoncé qu'en réalité, le président Mbandao et le premier ministre Mokhtar Ouane avaient démissionné de leurs fonctions. Et donc, le vendredi dernier, la Cour constitutionnelle avait constaté la vacance
de la démission de Bandao. Et comme la charte de la transition stipulait qu'en cas de vacances de la présidence de la transition, c'est le vice-président qui automatiquement assurera la charge de cette fonction. Et donc la Cour constitutionnelle a validé, si tu veux, la nomination du colonel Assimi Goïta en tant que président de la transition, président de la République, chef de l'État. Et donc ce nouveau bouleversement à la tête de la transition ne s'est pas fait sans heurts, pour la simple et bonne raison que les partenaires du Mali, à savoir d'abord la France et les pays membres de la CEDEAO, avaient dans un premier temps d'abord envoyé un porte-parole, notamment en la personne de l'ancien président Goodluck Jonathan, pour s'enquérir de la situation au Mali. Il avait rencontré les deux protagonistes, à savoir Mokhtar Ouane et M. Bandao, et ces derniers, semble-t-il, n'avaient pas subi aucune forme de violence, et ces derniers lui ont réitéré leur volonté de démissionner de leurs postes respectifs de président et de premier ministre du gouvernement de transition. Et donc, c'est au sortir de là que, évidemment, la CEDEAO, la France avait demandé que ces personnalités soient libérées. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Mokhtar Ouane et Bandao avaient été donc libérés aux alentours d'1h30 heure locale, confirmant ainsi la volonté de la junte d'apaiser quelque peu la tension avec les partenaires extérieurs. Et puis, dans la foulée, le colonel Assimi Goïta avait rencontré, dans le discours qu'il avait fait à l'endroit des hommes politiques et des partenaires des organisations non gouvernementales maliennes, il leur avait dit que, évidemment, sa volonté de travailler avec les civils reste intacte, et à ce titre, donc, il avait demandé au mouvement M5 RFP, le mouvement du 5 juin, de lui proposer des candidats au poste de Premier ministre. Et donc, au cours de cette rencontre, les membres du M5 RFP avaient évidemment été touchés par cette proposition du président Assimi Goïta, et donc ces derniers avaient donc déjà fait émerger un nom, celui de Shagala Maïga, comme Shagala Maïga en tant que Premier ministre. Alors, c'est une personnalité que les Maliens connaissent très bien, puisqu'il avait été plusieurs fois plusieurs fois ministre dans différents gouvernements au Mali. Il est considéré comme l'un des leaders du mouvement M5 RFP, il ne faut pas l'oublier. C'était un mouvement qui est né le 5 juin, des événements du 5 juin 2020, au cours desquels, évidemment, des manifestations populaires avaient été organisées par une espèce concentrée de partis politiques, d'organisations non gouvernementales, de syndicats et autres, qui avaient demandé et obtenu la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, c'est au M5 RFP que revient évidemment la décision de mettre en place, de mettre en place un gouvernement. Donc, un gouvernement que le colonel Assimi Goïta veut inclusif, ouvert à l'ensemble des sensibilités maliennes qui veulent bien, évidemment, participer à ce travail important de transition qui devra aboutir à un retour, par le biais d'élections démocratiques, d'un retour de pouvoir aux mains des civils. Et donc, le mouvement M5 RFP, comme je l'ai dit, a accepté cette proposition de la part du colonel Assimi Goïta. Et donc, au moment où nous parlons, il y a eu des tractations. Dans la foulée aussi, hier, il y a eu un sommet extraordinaire de la CEDEAO pour justement s'enquérir de la situation au Mali. Et donc, au cours de cette réunion extraordinaire, la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de suspendre le Mali de l'ensemble des institutions de la CEDEAO, mais de ne pas mettre le Mali en quarantaine, comme c'était le cas en août 2020, parce qu'ils estiment que le Mali a déjà énormément souffert des effets pervers de la pandémie du Covid-19 sur le plan économique et social. Et donc, remettre le Mali en quarantaine ne serait pas la bonne décision, de même que mettre en place des sanctions ciblées vers certaines personnalités maliennes ne serait pas non plus productif, pour la simple et bonne raison
que dans l'opinion publique malienne, cette volonté et même cette espèce de menace qui a été brandie, notamment par la France, de se retirer du Mali si elle n'avait pas en face d'elle un interlocuteur clair. En l'occurrence, ici, il s'agit pour la France de reprocher aux Maliens leur incapacité à pouvoir mettre en place des institutions stables de transition. Et donc, pour l'opinion publique malienne, sanctionner soit les membres de la junte, soit sanctionner le Mali aurait été extrêmement contre-productif dans la mesure où l'opinion publique, déjà très retournée contre la présence française au Mali, le serait encore davantage parce qu'ils estiment que dans les deux cas, lorsqu'ils font une comparaison avec le Tchad, ils estiment que c'est du 2 poids 2 mesures. Dans le cas du Tchad, à la suite de la disparition brutale du président Idriss Déby, c'est un comité militaire de transition qui a été mis en place en violation des dispositions de la constitution tchadienne qui prévoyait qu'en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale qui puisse assurer la transition. Or, en ce qui concerne le Tchad, il y a eu un coup d'État et les nouvelles autorités n'ont ni été sanctionnées par l'Union africaine, ni sanctionnées par la CEMAC, ni sanctionnées par la France. Et même la France s'est rendue à N'Djamena pour adouber justement ces nouvelles autorités de transition. Donc, pour les Maliens, il y a là du 2 poids 2 mesures, il y a eu 2 coups d'État, 2 putschs et en l'occurrence, il n'y a que le Mali qui fait l'objet de sanctions, de menaces et autres de la part de la communauté ou d'une partie de la communauté internationale. Et donc la CEDEAO est parfaitement consciente de cette situation. C'est la raison pour laquelle elle a invité justement le colonel Assimi Goïta à participer à cette conférence extraordinaire. Celui-ci a dû s'expliquer devant ses pairs de la CEDEAO. Et donc c'est au sortir de cette conférence-là qu'ils avaient décidé de sanctionner à minima le Mali en le suspendant de l'ensemble des institutions de la CEDEAO. Maintenant, toutes les cartes sont entre les mains du colonel Assimi Goïta et des membres de la junte. Et donc, c'est à eux de continuer ce travail, d'achever cette transition-là, qu'ils estiment qu'elle avait été mal organisée par son prédécesseur Bandao et Mokhtar Ouane. Maintenant, quitte à la nouvelle équipe, donc le prochain Premier ministre qui sera nommé, qui sera issu du mouvement M5 RFP et du nouveau chef de la transition malienne, donc le colonel Assimi Goïta, de se mettre ensemble et on verra par la suite ce que cela devra donner. Mais évidemment, au regard de ce que l'on voit, comme je l'ai toujours dit, rien n'en est moins sûr parce que les choses évoluent tellement vite et pas forcément dans le bon sens au Mali que l'on ne serait pas à l'abri d'un nouvel événement ou d'un scénario totalement inédit que pourrait nous réserver le colonel Assimi Goïta. Merci Jean-Paul qui était avec nous, qui revenait donc sur la situation au Mali ce matin. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Start Fresh Morning.